Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour quasiment cette dernière conférence avant la clôture. Si nombreuses et si nombreux. Après 4 jours, vous n'êtes pas fatigués. On est très content que vous soyez là. Et on a le grand plaisir de recevoir Asma Mala. Asma, bienvenue. Bonjour, merci. Donc on va faire ça comme une discussion parce qu'en plus on est amis dans la vie, donc c'est plus simple. Oui. Asma, tu es docteur en sciences politiques. Tu as écrit 2 livres qui sont 2 succès. 2 bangers, comme disent les jeunes. Bangers. Technopolitique, qui est paru l'année dernière, et Cyberpunk, qui vient de paraître et qui est déjà en tête des ventes. Oui. Enfin, tu es derrière Philippe de Villiers quand même. Hein. Stop au bashing. Est-ce que vous voulez qu'on invite Philippe de Villiers l'année prochaine ? Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, c'est vrai qu'il est en tête des ventes, il caracole. Et puis après, il y a les livres, j'allais dire livres normaux, et l'écart, et c'est un vortex. C'est assez dingue. Ça raconte quelque chose de la France. Il faut que tu ailles plus souvent sur CNews, surtout. J'y pense. Voilà. Alors, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Comme on n'a qu'une grosse heure, on va se concentrer sur le cœur du festival. Donc, pour tout te dire, on a choisi comme affiche du festival un détournement de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. L'homme de Vitruve, c'est l'incarnation de l'humanisme de la Renaissance. C'est un homme, effectivement, Claire Marin le soulignait l'autre jour, un peu trop viriliste. Ah oui. Tu peux le voir là d'ailleurs, musculeux, aux proportions parfaites. Et c'était une façon de dire que la perfection divine se transférait dans l'homme, d'une certaine manière. 16e, 17e siècle, c'est le moment où on passe, pour le dire très rapidement, du théocentrisme, c'est-à-dire tout procède de Dieu ou de la chaîne des êtres, cher aux anciens, à l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme devient le centre, la mesure de toute chose. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, au XVIe siècle, Montaigne, qui est un contemporain des guerres de religion, dit « je ». 100 ans plus tard à peu près, Emmanuel Kant inaugure une révolution aussi dans l'ordre du savoir en disant « n'est connaissable scientifiquement que ce qui passe au tamis de l'esprit humain ». Ça veut dire que, et il appelle ça la révolution copernicienne, c'est-à-dire on change complètement la façon de regarder le monde. Au lieu d'observer les phénomènes et de décrire ce qu'on voit à l'extérieur, c'est l'esprit humain et ses paramètres, le temps, l'espace, la sensibilité, qui détermine ce que nous pouvons connaître. Donc, on entre vraiment dans l'anthropocentrisme. Et à ce moment-là, apparaît aussi une invention technique qui a bouleversé l'humanité, l'imprimerie. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que nous ne vivons pas un âge similaire, c'est-à-dire un changement complet de tous les paramètres, avec d'un côté le développement exponentiel de l'intelligence artificielle et de toutes les technologies numériques, et de l'autre, la fin d'une parenthèse qui aura duré 500 ans, qui est celle de l'humanisme. On a déjà, dans les années 60, enterré l'humanisme. Michel Foucault disait « l'homme n'a été qu'un pli dans l'ordre du temps ». Michel Serres disait à propos de la Renaissance et de cet âge humaniste qu'elle n'aura été qu'une ride. Est-ce qu'on peut parler, à propos de l'humanisme moderne, d'un pli dans l'ordre du temps? Alors, quelle question. Quelle question, et merci David, et merci à tous d'être venus si nombreux, et merci pour l'invitation. Alors, c'est une question qui est programmatique, qui est systémique, dans le sens, c'est une question système, qui doit mobiliser à peu près toutes les disciplines, que je vais reproblématiser de façon beaucoup plus simple pour essayer de dérouler ce pli, ou cette ride de l'histoire. La question qui se pose, si je la détricote de façon très pragmatique, c'est est-ce qu'on vit une rupture ou une révolution d'une quelque nature que ce soit, anthropologique, économique, politique, philosophique, ontologique, bref. Ça, c'est la première question que je traduirai comme ça. Et la seconde, c'est
qui est sous-jacente, parce que tu parlais d'imprimerie et d'esprit humain. C'est la question de est-ce qu'aujourd'hui les IA dont on parle tant, donc les IA génératives ou agentiques, sont l'équivalent d'une révolution de type de l'imprimerie dans le rapport à la connaissance. Donc aussi dans la fonction, dans la façon dont l'esprit humain fonctionnerait désormais. Est-ce que la problématisation te conviendrait ainsi ? Absolument. Et après, tu m'arrêtes et tu réaffines. Parce qu'on avait dit qu'on allait converser. Donc, je demande des go-no-go, des jalons de validation. Donc, la première sur révolution-rupture, en fait, c'est oui et non, et en même temps, d'une certaine façon. Dans le sens où notre époque est toujours, ou une époque donnée, est toujours produite par celle qui l'a précédée. Moi, je suis très peu friande des grands discours apocalyptiques de fin du monde, de rupture anthropologique totale, de révolution. La vérité, c'est que l'histoire s'écrit sur un temps très long, c'est brodel, et donc il faut avoir un tout petit peu de champ et ne pas être obnubilé, les yeux rivés sur nos actualités, nos anecdotes qui sincèrement, ne resteront pas dans l'histoire, d'une part. Et d'autre part, donc, on tricote un fil. Mais ce faisant, quand on tricote le fil de l'histoire, et donc il se suit, c'est comme, pour les jeunes, s'il y a des jeunes ici, c'est comme une énorme série Netflix, et puis on aurait des saisons et des épisodes. Donc nous sommes probablement dans une nouvelle saison de notre feuilleton historique. Et ce qui se passe en dessous, ce sont les différents épisodes qui vont s'articuler, dont celui de l'IA, par exemple, ou des intelligences artificielles au pluriel, d'ailleurs. Et il y a, dans ce tricotage de l'histoire, des sauts, des points de friction, des refondations, des définitions à mettre à jour. Je le crois très sincèrement. Et dans notre époque à nous, donc 2025, là, ce qu'on est en train de vivre là, moi, je ne vois pas de choses fondamentalement en rupture, en réalité. J'ai même l'impression d'une espèce d'une histoire qui se re-raconte, qui se répète, mais sous d'autres formes, sous d'autres équations politiques. Elle n'est jamais un parallèle exact. Je crois que c'est Marx même qui disait la première fois c'est un accident, la seconde fois c'est une farce. Et ce qu'on est en train de vivre là me semble être plutôt quelque chose de spectaculaire, mais pas de révolutionnaire. Par exemple, la question de l'imprimerie et le sous-champ de façon très pragmatique, parce que tout ça c'est du blabla, vous pourriez vous dire et vous auriez raison. Le sous-champ, c'est la question qu'on a pris souvent l'habitude de comparer dans la Vulgate les IA génératives depuis 2022 avec ChatGPT à l'imprimerie. Sauf que je crois, moi, que ça n'a strictement rien à voir. Je sais que c'est le réflexe un peu rapide et un peu facile. J'en ai lu des tartines d'articles, etc. Et moi-même, au début, je me dis, mais oui, c'est vrai, ça révolutionne. Mais ça révolutionne quoi exactement ? C'est une question très ouverte, c'est pas une fausse question. Aujourd'hui, les IA génératives posent un énorme problème qui est la question de la fabrication du savoir, aujourd'hui qui est privatisée. Parce que ce sont des outils qui sont à la main de quelques-uns, que sont les géants technologiques. Et encore, dans la famille géants technologiques, pas tous. Donc, c'est du Sam Altman quand on parle de ChatGPT, c'est Google quand on parle de Gemini, c'est Elon Musk quand on parle de Grok, c'est la Chine quand on va parler de DeepSeek, etc. Donc, c'est la privatisation d'une médiation de la connaissance. Ce n'est pas exactement la même chose que l'imprimerie. Déjà, dans l'objet technique même. L'intention n'est pas la même. L'imprimerie avait comme objectif la propagation, à un moment donné, du savoir, mais aussi l'industrialisation du savoir. C'est-à-dire que tout d'un coup, les livres ou la connaissance se propageait parce que nous avions les moyens techniques d'industrialiser ça. Ce n'était plus des copies à la main. L'intention de l'IA générative n'est pas de propager une connaissance. C'est un appel à la performance. Donc en fait, ça devient un médiateur de pensée qui est indexé sur la performance, c'est-à-dire penser vite, donc ça veut dire automatiquement penser mal, ou ne pas penser du tout. Et enfin, et dernier élément de réponse, c'est que les livres, l'objet livre, quand vous l'avez entre les mains, quand vous vous baladez, vous entrez dans une librairie, vous avez entendu parler d'un bouquin qui vous rappelle un autre bouquin et puis qui vous fait arriver peut-être à autre chose, à une exposition, peu importe, à un film, à une scène, à une mémoire, à un souvenir. Tout ça, en fait, c'est
de l'ouverture. Ce sont des points de fuite, ce sont des lignes de fuite, ce sont des imaginaires qui sont activés. Donc une forme de créativité, de rapport au monde qui est, pour reprendre un peu Kant, mais qui est une interface entre vous et le monde, mais qui ouvre vos perspectives. C'est une augmentation cognitive de la connaissance, d'une certaine façon. Là où les algorithmes ou les modèles de langage qui sont baqués derrière les IA génératives ont comme fonction, je ne parle même pas de la strate idéologique, mais ont comme fonction de resserrer. C'est-à-dire quand vous allez prompter sur une IA générative, vous n'allez pas demander la connaissance absolue, vous allez demander les 3 idées clés en 3 bullet points pour aller très très vite. Donc en fait, c'est des enfermements, et d'ailleurs sur des critères et des filtres sur lesquels vous n'avez pas la main. Donc là où une imprimerie a ouvert, il me semble que les IA génératives performent, mais resserrent. Alors j'ai envie de t'apporter un petit peu la contradiction. Je t'en prie. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle une General Purpose Technology, une technologie à usage général. Pas tout à fait encore. Alors, dans son intention. Dans l'histoire, il y a eu 3 technologies à usage général qui sont liées à la langue. La première, c'est l'écriture. La deuxième, c'est l'imprimerie. La troisième, c'est l'intelligence artificielle. Si on lit les textes des contemporains de ces 2 inventions qui ont précédé l'IA, l'ambiguïté est aussi forte que sur l'IA. Quand on lit le Phèdre de Platon, Socrate, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « l'écriture est un danger et c'est un poison ». D'ailleurs, pharmakon, le mot grec pharmakon veut dire à la fois le poison et le remède. Il dit « c'est un poison ». Pourquoi ? Parce que le scribe, quand il consigne ses pensées, il passe de la présence à l'absence et il passe de la mémoire à l'oubli. Et ce qui est central dans la pensée grecque, c'est le logos. Et le logos, c'est la parole vivante qui manifeste la présence. Et donc l'écriture est très durement critiquée par Socrate comme nous faisant perdre notre humanité. Donc déjà, à l'époque, Socrate aurait pu organiser les rencontres Michel Serres à Athènes et dire « Quelle humanité voulons-nous pour demain avec l'écriture ?» Et nous aurions pu sillonner les rues d'Agen. Exactement, à Agen, la nouvelle Athènes. Deuxième rupture technologique avec l'imprimerie. L'imprimerie a été... Parce que nous, on regarde ça du point de vue de Sirius, avec un regard rétrospectif. Formidable vectrice de diffusion de la connaissance, de désenchantement du monde, comme dirait Max Weber, de prolifération du savoir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moment où l'imprimerie apparaît, fin du XVe siècle, l'imprimerie va aussi être un augmentateur de guerre civile. Parce que, et c'est l'historien Denis Crouzet qui a écrit sur ça, il y a dans tous les villages de France, d'Italie, des rumeurs. Quand une étoile filante est passée dans le ciel, quand un enfant est né dans une fratrie avec un pied beau, la pensée superstitieuse s'emballe. Et on dit, le village est maudit, la famille est maudite. Quand ça reste dans le monde de l'oralité et de la communauté villageoise, c'est pas grave. Mais quand ça commence à se propager d'un village à l'autre et d'une ville à l'autre, grâce à ces petits livres de raison dont a si bien parlé Denis Crouzet, l'imprimerie devient une vectrice d'irrationalité. Et c'est pour ça que la Renaissance, c'est un moment ambigu, parce que c'est un moment, Léonard de Vinci, la science, la perspective, les grands explorateurs, la découverte de l'Amérique, mais c'est aussi les guerres de religion, c'est aussi Savonarole à Florence, c'est aussi les monstres de Dürer, c'est un moment d'angoisse apocalyptique extrême. Est-ce que, face à l'intelligence artificielle, nous ne sommes pas dans la même ambiguïté, et est-ce que l'IA, au fond, n'est pas aussi pharmakon, c'est-à-dire poison et remède? Alors, tu as absolument raison. Oui, c'est un moment d'ambiguïté, mais l'ambiguïté ne vient pas, je crois, de la technique, ne vient pas de l'outil. Et là, il y a peut-être une différence à faire fondamentale, maintenant que je prends soin vraiment toujours à clarifier. Technocritique n'est pas technophobie. Je sais qu'en France, la frontière est très très ténue et qu'il y a quelques esprits chagrins qui masquent leur technophobie en technocritique, un peu idéologique. Donc l'IA, à se poser comme ça, comme un concept, disons, générique, c'est-à-dire en fait comme de formidables outils de captation, compréhension, rationalisation de data pour les transformer en informations stratégiques, en modèle de compréhension du monde, peut être en effet un formidable levier de progrès. Attention, de quel progrès on parle?
Le progrès technologique est une chose, mais ce qu'on observe aussi, c'est que le progrès technologique qu'on a aujourd'hui ne s'est pas nécessairement traduit par un progrès de la connaissance, par un progrès social, par un progrès de justice, etc., ou un progrès humain. C'est même ce que tu expliquais, et c'est toute l'ambivalence d'ailleurs de ces technos-là. Donc la question, c'est, elle peut être un formidable outil ou accélérateur d'accès à la connaissance, l'univers, les vaccins, la santé publique, le climat. Aujourd'hui, on est un peu coincé dans la question de la finitude, en vérité, versus l'apocalypse. Et donc, elle peut être mise à ce service-là. Sauf que ce n'est pas tout à fait exactement le cas. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, les milliards d'investissements sont mis au service d'autre chose, c'est-à-dire la puissance des nouveaux empires, d'une certaine façon. Et c'est pas exactement ce qui se passe au moment de la Renaissance. Je sais qu'on aime bien faire les parallèles historiques à toute berzingue, mais moi je suis pas très fan de ça. J'aime bien essayer de comprendre ce qu'il y a de particulièrement inédit dans notre époque en regard de ce qui s'est passé avant. Il n'y avait pas d'imprimeur de la taille de Sam Altman. Il n'y avait pas d'imprimeur de la taille de Sam Altman. Il n'y avait pas de. La question de la projection de puissance ne se traduisait pas exactement sous les mêmes termes ou les mêmes équations. Et là, ce qui est en train de se jouer, et c'est pour ça que je vous dis, on est aussi le produit de notre histoire immédiate, et on n'est pas le produit directement des siècles précédents, c'est qu'en fait on vient quand même de la guerre froide qui s'est terminée par la question de la fin de l'histoire et de la mondialisation qu'on nous a vendue ou qu'on nous aurait vendue comme heureuse, et qu'en fait est en train d'atterrir sur quelque chose qui est une recomposition de l'ordre géopolitique avec des blocs. Et aujourd'hui la question de l'IA, et notamment d'ailleurs des IA militaires, hein. C'est pas tellement ChatGPT ou Instagram ou je sais pas quoi, encore que ça c'est les parties soft power, mais c'est vraiment la question de la cristallisation aujourd'hui des enjeux de puissance et d'empire entre les États-Unis et la Chine, avec cette question relativement très simple pour notre époque, qui est de se dire qui de l'un ou de l'autre va façonner le prochain ordre mondial. C'est ça la question. Et celle-ci, aujourd'hui, prend la forme de la suprématie, on va dire non pas tellement territoriale, mais la question des IA à usage militaire. C'est la question aussi, moi ce que j'appelle en tout cas dans mon livre, les nouveaux empires cognitifs. C'est la question en fait de la cognition. Et ce qui est intéressant avec les IA génératives, c'est que les IA, mais à comprendre vraiment dans leur continuum, avec les réseaux sociaux, avec les enjeux du cyberespace, etc., c'est que ce sont aujourd'hui des projections de puissance de l'empire américain et ou chinois. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Sur la question, donc l'ambivalence, évidemment, mais parce que l'ambivalence, c'est la question de, la privatisation de ces infras. Les IA génératives ne sont pas des outils, ce sont des infrastructures. Ce sont des infrastructures civilisationnelles, cognitives, attentionnelles, émotionnelles, de la connaissance, beaucoup. Enfin, ou en tout cas, c'est comme un portail d'accès à la connaissance. Sauf que, mis au service de l'agenda de la puissance américaine ou chinoise, vous comprenez les biais que ça comporte. Donc, avec tous les enjeux derrière pour un continent comme l'Europe, de vassalisation, de souveraineté, d'indépendance, de troisième voie, etc., etc. Peut-être qu'on le réévoquera. Donc, sur la question de l'ambivalence, oui, c'est une ambivalence parce que, ce sont aujourd'hui des infrastructures qui ne sont pas du tout, qui n'essaiment pas, qui sont extrêmement concentrés, où vous avez quelques acteurs qui dominent, et qui sont par ailleurs en alliance, chaotique, mutagène, etc., mais en alliance avec, d'une façon ou d'une autre, leur État référent, donc les États-Unis et la Chine. Et donc se joue là quelque chose de l'ordre même du rouleau compresseur, en réalité, plus que de la simple guerre de religion. Et ce qui est très intéressant à noter aussi, c'est que aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, ce qui est en train de se jouer autour de l'IA, des IA, c'est une restauration de l'Empire américain. Donc, et en ce sens, je vous dis que nous sommes dans une continuité de l'histoire. Enfin, on est le produit du XXe directement, là. Je vais apporter cette fois-ci de l'eau à ton moulin, parce que je ne peux pas être que dans la contradiction. Oui. Mais non, mais c'était très intéressant, la question de l'ambivalence. Je pense qu'il y a une différence fondamentale si on creuse ce sillon de l'imprimerie, et je sais que tu n'es pas friande de comparaison, mais creusons quand même un peu ce sillon. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les intelligences artificielles et l'imprimerie. Et cette différence, en fait, elle apparaît à partir de 1939, quand des physiciens comme John von Neumann, Johnny, ou Robert Oppenheimer
des physiciens qui sont plutôt des gens qui viennent de la physique théorique. Il y a des débats très intenses, les Heisenberg, Bohr, je ne sais pas si Étienne Klein est là, mais il est intarissable là-dessus. Des débats très intenses de physique théorique en Europe, notamment en Europe centrale et orientale, dans les années 20, dans les années 30. Et ces gens vont fuir le nazisme, pour beaucoup d'entre eux, se réfugier aux États-Unis, et ils vont être mobilisés par l'armée américaine pour développer la bombe nucléaire et pour faire progresser le système d'armes des États-Unis. Il y a des laboratoires qui travaillent partout aux États-Unis, pas seulement au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, on parle de projet Manhattan pour l'IA. Alors justement, j'y viens. Quand la première bombe explose dans le désert du Nouveau-Mexique, Robert Oppenheimer a ces mots, inspirés de la Bhagavad Gita, il dit « I am the death, the destroyer of the worlds ». C'est-à-dire que la création technique de la bombe atomique fait sentir à l'homme, en l'occurrence au physicien, pour la première fois qu'il a un pouvoir de destruction totale sur l'humanité. Ce n'est pas le cas de l'imprimerie. Et le point commun entre la bombe nucléaire et l'intelligence artificielle, c'est que ces deux technologies ont été imaginées par les mêmes esprits. John von Neumann, l'un des plus grands mathématiciens et physiciens, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, est à la fois un contributeur à la bombe nucléaire et l'un des premiers à avoir imaginé l'informatique computationnelle et donc ce qui sera plus tard l'intelligence artificielle avec cet ordinateur Maniac auquel Benjamin Labatut a rendu hommage dans un livre qui s'appelle Maniac, que je vous recommande parce que c'est vraiment le meilleur roman que j'ai lu cette année. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que l'IA et la bombe atomique, ont la même origine, et les gens qui travaillent sur ces projets savent que mal utilisées, ces technologies peuvent anéantir l'humanité. Je trouve que ça change complètement la perspective qu'on peut avoir sur ces technologies. C'est-à-dire qu'il faut les regarder, il ne faut pas s'interdire de les utiliser, il ne faut pas être technophobe, il ne faut pas être anti-technique, ça n'a pas de sens. Mais il faut les regarder avec la prudence, la précaution, et je vais même mobiliser une notion plus religieuse, la pudeur que nous n'avions pas quand nous regardions l'imprimerie. Parce que, et c'est là aussi où il y a une différence avec l'imprimerie, c'est que l'imprimerie, c'est un support, c'est une technique qui va permettre d'industrialiser un support qui est celui de la connaissance. La différence avec l'intelligence artificielle, et c'est même une différence entre l'intelligence artificielle et la bombe atomique, c'est que les IA, et je le rappelais tout à l'heure, ce sont des infrasystémiques. C'est à partir aujourd'hui, ces infrastructures technologiques sont aujourd'hui le socle, à partir, ce que j'ai appelé moi l'infrasystème, mais à partir duquel tout le reste se déploie, le fait politique, le fait social, le fait militaire. En ce sens, ça peut renvoyer à la question de la rupture anthropologique, d'ailleurs. Mais vous avez bien compris que tout n'est pas forcément... On est toujours dans des zones grises. C'est pas oui ou non. C'est pas des questions de doctrine, c'est des questions de... On a un peu de complexité. Et pourquoi je disais ça ? Parce qu'à la différence même avec la bombe atomique, c'est qu'aujourd'hui, une IA, elle est littéralement partout. Là, vous n'avez pas de bombe atomique dans vos poches. Non. Vous n'avez pas de bombe atomique au travail. Non. Vous n'avez pas de bombe atomique qui traîne sur Internet. Non. Donc, la différence, c'est que l'IA est, disons, by design, une technologie duale, hein, c'est-à-dire qu'elle est à la fois civile et militaire. Elle est à la fois publique et privée. Elle est à la fois réelle et virtuelle. Elle est l'avatar même de notre époque, c'est-à-dire elle est symbiotique et elle est littéralement aujourd'hui en train de s'immiscer partout, en santé publique, dans l'éducation, etc. Vous en avez eu combien des webinaires et des machins qui vous expliquent comment utiliser l'IA mieux au travail, etc. Donc elle est un peu, disons, partout. La convergence avec la question de la bombe atomique, et ça me fait d'ailleurs, ça me fait une transition avec les idéologies mortifères d'ailleurs de la Silicon Valley, c'est que on se pose à peu près les mêmes questions sur la question de son potentiel, en effet, tu l'as dit David, de destruction. Mais on n'a pas besoin d'attendre des superintelligences pour déjà avoir un potentiel de destruction. Aujourd'hui, et ça n'est pas du tout publicisé pour des raisons que je vous épargne, mais l'utilisation des intelligences artificielles militaires sur les champs de bataille qui sont déjà ouverts aujourd'hui est majeure.
Nous avons mis en données les champs de bataille. On a déjà des expérimentations. Alors, il y a ChatGPT, il y a Palantir, il y a Clearview, il y a toutes ces boîtes-là qui travaillent sur la captation de données pour en générer soit de la reconnaissance de cadavres, de soldats, de scénarios en temps réel, militaires, pour accompagner, disons, les généraux ou la chaîne de commandement sur le terrain. C'est les logiciels de bombardement industrialisés. Et c'est aussi l'expérimentation aujourd'hui d'armes dites autonomes. Je ne parle pas de semi-autonomes, mais d'armes autonomes. C'est-à-dire vous allez balancer, peu importe la ferraille que vous mettez autour, un drone, un machin, etc., mais vous allez l'envoyer, puis sur le terrain, en temps réel, elle va prendre des décisions indépendamment de tout contrôle humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous n'avons plus d'humain sur la boucle. On n'a pas besoin des discours de Sam Altman ou de Hinton sur la superintelligence pour y être déjà. Nous y sommes déjà, le futur est déjà là, sans avoir besoin des discours apocalyptiques. Et nous sommes déjà très en dessous des considérations éthiques, politiques et morales. Nous sommes déjà dépassés et en dessous. Sauf que c'est sûr que ce sont sur des terrains lointains. C'est Gaza et l'Ukraine, alors on s'en fout un peu, au fond. La vérité, c'est que c'est déjà là. Ça, c'est un. 2. Nous n'avons pas besoin de superintelligence malveillante de type Terminator pour se rendre compte que ces armes autonomes ou ces armes semi-autonomes, l'industrialisation de la guerre qui était censée faire émerger le rêve de la frappe chirurgicale, vieux rêve américain quand même, est en fait devenu sont déjà des armes de destruction massives. Nous n'avons pas besoin de Terminator et de superintelligence pour comprendre déjà que le discernement humain, c'est-à-dire des soldats qui sont aujourd'hui parfois laissés juste en arrière, en coulisses, juste pour valider la décision de la machine, perdre contrôle de leur jugement. Pour une raison très simple. D'abord pour une question de temps. Quand vous êtes dans des terrains de conflictualité, vous devez dégainer très vite. D'abord, donc vous n'avez pas le temps d'avoir 1000 allers-retours et des loupes et des machins pour vous demander est-ce que j'y vais pas. Normalement, vous avez ordre d'actionner très vite vos actions. Et ensuite, parce que si vous dites le contraire de ce que dit la machine, et si vous vous êtes trompé demain, comment vous allez justifier ça à votre hiérarchie ? Alors continuons ce voyage. Donc on y est déjà à cette affaire-là. Tu vois, on est toujours en train de présenter ça comme des perspectives, et nous y sommes déjà, et sauf qu'on n'est pas du tout en train de les traiter comme une réalité. Et enfin, et je termine juste, d'un point de vue vraiment du réalisme, je ne suis pas du tout en train de vous faire des scénarios Silicon Valley. D'un point de vue du réalisme, nous sommes déjà dépassés cognitivement. ChatGPT est déjà meilleur que nous d'un point de vue de la quantité, pas d'un point de vue de la qualité. Fait des erreurs, hallucine, vous donne un aspect esthétique de cohérence. La vérité, c'est que quand vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes expert de votre sujet, c'est globalement pas ouf en réalité. C'est pas génial. Sauf que il a, lui, plus que nous, la capacité d'avoir absorbé en 30 secondes toute la connaissance du monde et de l'avoir régurgité en 3 bullet points. Et ça, c'est une bataille de la vitesse, c'est Paul Virilio, c'est l'hyper-vitesse qu'on a déjà un tout petit peu perdue. Et c'est en ce sens que nous devenons symbiotiques et que nous sommes déjà des cyborgs avec nos machines. Alors justement, ça fournit une excellente transition. Continuons ce voyage. Et je reste, moi, toujours sur la Renaissance. Je disais tout à l'heure, Montaigne, c'est le premier à avoir fait ce geste en littérature de dire « je ». Mais le jeu de Montaigne, c'est un jeu très humble. Montaigne, il ne se prend pas pour sa photo. Hein. Tous les matins, dans ses carnets de voyage, il parle de la couleur de ses selles. Et pardon, hein, mais c'est comme ça. Puis il dit, ce matin, elles étaient un peu troubles, je suis un peu malade. Ce qui est une façon de dire, en fait, le jeu... surtout dans les guerres de religion. Et puis il dit, là, je suis allé un peu guerroyer l'autre jour, mon cousin est mort, c'est triste. Donc c'est le jeu dans cette branloire pérenne qu'est le monde, c'est-à-dire dans un monde où tout se détraque. Donc c'est un jeu fragile. Et même Kant, quand il fait ce geste de dire, au fond, la connaissance doit passer par l'esprit humain, par le temps, l'espace que nous avons en nous, ce qu'il appelle l'intuition, hein, et la sensibilité qui conditionne la possibilité même d'une connaissance. Il dit, du coup, il y a plein de domaines de la connaissance qu'il faut oublier. Toute la scolastique médiévale nous parlait de Dieu, de l'absolu, de la liberté. Il dit ça, c'est pas connaissable parce que ça transite pas par l'expérience humaine. Donc il faut en faire des questions morales ou des questions esthétiques qui ont leur légitimité, mais c'est pas des questions de connaissance. Donc moi, il me semble, et pourquoi l'homme de Vitruve est nu ? Là, on va vraiment au cœur du thème de ce festival.
Parce que je suis toujours déçu à la fin du festival, parce que je me dis, on n'a pas répondu vraiment au cœur de la question. Ah non, on ne déçoit pas aujourd'hui. Pourquoi l'homme de Vitruve est nu? Il est nu aussi parce qu'il est seul, parce qu'il est fini, parce qu'il est séparé du reste des vivants, et il est séparé aussi du Dieu dont il procédait dans les époques antérieures. Il est donc fragile. Donc, la Renaissance met l'homme au centre du monde, mais dans sa fragilité et dans sa finitude. Et au fond, nous sommes tous des êtres pour la mort. Gaspard Koenig, pour ceux qui ont assisté à la conférence, très belle conférence hier sur la terre et les jardins, disait qu'est-ce que c'est que le sol? C'est un ventre qui digère du vivant, c'est un ventre qui digère des végétaux, mais aussi des animaux et des humains. Et donc la Renaissance, c'est la centralité de l'homme, mais en même temps sa fragilité. Est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à autre chose, c'est-à-dire d'échanger la centralité de l'homme, puisque tu le disais toi-même, l'homme s'altère quand il interagit avec des interfaces conversationnelles, ces machins-là, on les a sur nous toute la journée, c'est devenu un prolongement de nos mains. Donc on s'altère avec la machine, donc l'homme-machine. Alors qu'à la Renaissance, il y a une marqueterie, un partage des espaces très fort entre l'homme, l'animal, le Dieu, les créations techniques, tout ça est bien séparé. Aujourd'hui, tout ça se mélange. L'homme-machine, le séquençage du génome nous rapproche de l'animalité, puisque nous avons avec tous les êtres vivants des séquences d'ADN que nous partageons. Donc l'homme-animal, l'homme-dieu, puisque nous avons l'illusion de contrôler la totalité du savoir du monde. Et donc finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que nous ne sommes pas en train de faire un nouveau deal ontologique, d'échanger la centralité de l'homme, mais qui se payait d'une fragilité, pour aller vers un décentrement ou une altération de l'homme au profit d'une illusion d'invulnérabilité, puisque aujourd'hui, Dario Amodei, qui est le président d'Anthropique, disait « Les bébés qui vont naître dans les 5 prochaines années, il est fort probable qu'ils vivront en moyenne 120 ans. » 120 ans. Mais c'est intéressant, parce que le dernier exemple que tu donnes est la réponse, ou disons une partie de la réponse. Tout à l'heure, tu commençais... J'aime beaucoup la façon dont tu as problématisé finalement ce fil, parce que tu parlais d'ambivalence, ou en tout cas de tension. Alors la tension sur ce terrain-là, la question du vivant, de l'homme, la centralité de l'homme, la question de cette humanité. Alors l'humanisme, attention, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ce concept, par ailleurs, je vous le dis très franchement, parce que c'était en fait une espèce d'universalisme un peu qui a écrasé quand même d'autres façons d'appréhender le vivre ensemble, des communautés, des architectures politiques particulières, etc. C'est quand même quelque chose de très occidental comme vision du monde. Et qui a donc omis le reste du monde. Donc c'est l'homme occidental au centre du monde, c'est pas l'homme. Ça, c'est une première chose. C'est le masculin. Et c'est le masculin. Donc moi, à double titre, ça me gêne. et à triple titre, parce qu'aujourd'hui, alors David et moi évoluons dans les mêmes milieux, on pourrait dire. Et souvent, vous savez, vous avez aujourd'hui, et je promets que je réponds, mais ça me fait juste une petite parenthèse. Vous savez, vous avez beaucoup de papiers, de trucs comme ça, de gens qui s'expriment sur le retour des fascismes, Donald Trump, l'extrême droite européenne, en disant, nous les humanistes. Ouais, mais enfin, si toi, ton humanisme, c'est simplement d'être sur ton canapé. C'est ce que je n'osais pas le dire, parce que je me disais, à quel moment je m'arrête. Tu sais, la déchéance. Mais oui, c'est exactement ça, l'humanisme. Ou alors, c'est un humanisme de réflexion, d'idées, de combat, j'ai envie de dire, mais pas simplement une étiquette. L'humanisme est devenu un discours sur l'humanisme. C'est ça que j'essaie de dire. Donc voilà un peu mes 3 limites sur cette question-là. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas très friande des parallèles, parce qu'ils nous enferment, plutôt qu'ils ne permettent d'imaginer tout à fait autre chose potentiellement. 1. 2, maintenant sur la question de la tension de l'époque. La tension, elle est aujourd'hui sur la question de la finitude. D'accord. Alors là, j'entre sur un sujet qui n'est absolument pas le mien, encore qu'il vient percuter mes sujets, qui est la question du vivant. C'est ce que tu expliquais avec la référence à la conférence de Gaspard Koenig. Donc je vois ce que Gaspard raconte, et évidemment qu'aujourd'hui nous avons surexploité et extrêmement maltraité nos ressources, la planète, les vivants, les autres espèces, etc., par justement l'homme au centre. Par ce phénomène exact. Donc ça, vous avez aujourd'hui la première tension qui est de dire comment est-ce que justement on arrête d'être au centre de tout, nous sommes juste un parmi le tout, c'est un peu la Boétie remasterisée à l'aune du climat, mais nous sommes un. Et comment est-ce qu'on fait
de chaque espèce, chaque particularité, un tout vivable et qui soit beaucoup plus organique, harmonieux, etc. Donc ça, c'est l'école, disons, aujourd'hui de la question de la vie, du vivant, du climat, etc. Et puis, il y a mes potes, les géants technologiques de la vallée, qui, eux, t'expliquent pas du tout ça. Hein. Eux, ils expliquent qu'en réalité, et c'est toute la série des conférences que Peter Thiel est en train de donner actuellement, d'ailleurs sur l'antéchrist, on pourrait y revenir, mais ils expliquent que l'homme est absolument au centre de tout. Enfin, l'homme-machine, plus exactement. Vous avez aujourd'hui des gens comme Elon Musk, je prends Elon Musk, mais on peut parler de Altman ou de Thiel, enfin, chacun va avoir son patchwork de récits, de philosophie de l'existence, mais qui part du principe qu'il faut absolument, et coûte que coûte, ça s'appelle le long-termisme, préserver les conditions, disons, d'existence de l'humanité, mais coûte que coûte. C'est-à-dire quitte à nous envoyer sur Mars, nous augmenter d'implants cérébraux, c'est toutes les expérimentations actuellement qui ont lieu actuellement aux États-Unis sur humains de Neuralink, avec des résultats d'ailleurs relatifs, enfin pas plus ou moins probants, on va dire. Juste, il peut y avoir des choses formidables aussi dans ça, parce que les gens qui sont paralysés à la suite d'un accident, il y a des expériences en ce moment qui permettent de leur redonner le fonctionnement de leurs jambes. Tu as raison. Sauf qu'on a, nous, les mêmes techniques au CEA de Grenoble. Et c'est la recherche publique. Le problème, quand c'est privatisé par Elon Musk, c'est quoi? C'est que, c'est adossé à une idéologie et un modèle économique. Donc les riches tétraplégiques pourront, et les pauvres. Et ceux qui ne peuvent pas. 2, moi, j'ai pas envie d'avoir un implant demain qui est hacké par Elon Musk ou par le PCC. Je suis pas fan de l'idée. Et par ailleurs, j'ai pas envie qu'on me fasse penser des choses ou ressentir des choses ou qu'on me torture cognitivement parce que tout d'un coup, j'aurais dit quelque chose qui ne va pas. Si j'emmène le truc plus loin, ce sont des technologies potentiellement totalitaires parce qu'elles ont accès direct à votre esprit et à votre intime. D'ailleurs, c'est pas du tout un hasard si Sam Altman vient de sortir non pas le dernier vaccin à la mode, mais son chat érotique. Parce qu'il y a du fric et parce que c'est un accès à l'intime. Ce qu'on appelle les IA compagnons. Ouais. Alors, je trouve ça dingue. Donc sur la question de la centralité, pour ne décevoir personne sur le thème de cette année, sur la centralité de l'humain, nous sommes aujourd'hui en tension. Ceux qui ont les milliards, ceux qui ont les rouleaux compresseurs technologiques pour garder l'homme au centre, et j'ai quand même une subtilité à ça, c'est quand même les méga corporations technologiques avec une vision du futur. Il y a une privatisation du futur. Ça, c'est 1. 2, oui, elles ont le monopole du futur. Elles ont le monopole du futur. C'est ça qui est effrayant d'ailleurs. Oui, c'est qu'il n'y a plus de futur collectif. Non. Parce que, en fait, on voit des annonces à plusieurs milliers de milliards voler au-dessus de nos têtes et on se dit, en fait, mais c'est des trillions. Ne peut façonner le futur. L'État n'a plus le pouvoir de façonner le futur. Et on se dit, et ça c'est hyper important ce que tu viens de dire, ne peut façonner le futur ou même participer au débat sur le futur, même pas les riches. Machis les riches. Les multimilliardaires. Oui, des très très riches. Des grandes corporations de la Silicon Valley. Et attends. Tu vois, peut-être que l'humanité a inventé demain, c'est la réappropriation des récits sur le futur. Mais bien sûr. Et attends. Donc, toujours sur la question de l'image, la Renaissance et le fil de cette édition. C'est pas l'humain au centre. C'est quel humain au centre? Lequel? Eux? Nous? Et toute la guerre idéologique, la bataille culturelle qu'ils mènent sous prétexte masqué de liberté d'expression, la vérité c'est que c'est une sécession des élites technologiques américaines. Ça, c'est tous les travaux de Christopher Lasch, à l'époque pas du tout sur Elon Musk, il est mort bien avant, mais on observe vraiment une sécession de ces quelques... Mais ils sont quelques-uns, ils sont une dizaine, avec en effet ce monopole sur le futur. Et avec un homme augmenté. Mais quand ils promettent l'homme augmenté, avec le récit que tu viens de dire, attends, parce que s'il y a le handicap, l'accident, le machin, ça, la vérité, c'est que ce sont des hommes, demain, qui seront programmés. Vous êtes programmés. L'accès à la connaissance. Par les IA génératifs, ce sont des médiateurs de langage et de pensée. C'est le langage virus. C'est tous les travaux de William Burroughs, puis après des auteurs cyberpunk, du type Neil Stephenson, etc. Le langage est virusé. Donc il vous encode. Il vous code quelque chose dans la tête, mais qui ne vous appartient plus. Et c'est toute la différence fondamentale avec l'écriture, l'alphabétisation et l'imprimerie. C'est-à-dire que nous risquons de devenir des analphabètes. Et ça, c'est un problème. J'ai envie qu'on parle de deux choses. Il nous reste que 25 minutes. On pourrait continuer encore au-delà.
Mais je voudrais qu'on parle d'abord de l'Apocalypse, puisque Giuliano da Empoli a ouvert ce festival en disant je vous laisse le choix des apocalypses, de votre apocalypse, choisissez votre apocalypse préféré. C'est très intéressant ce retour du thème de l'apocalypse dans la pensée politique et sociale, parce qu'on pourrait se dire l'aventure humaniste depuis l'homme de Vitruve, c'est de sortir la pensée apocalyptique, religieuse, messianique, du champ de la réflexion sur la cité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre politique et religion, il y a eu une bonne conférence sur ça hier, mais quand même, la façon dont on parle du citoyen, du contrat social, du pouvoir de l'État à partir du XVIIe siècle, c'est une sphère relativement autonome et qui est délestée au moins des pensées messianiques. Bon. Et aujourd'hui, on voit que ce thème de l'apocalypse revient partout. Peter Thiel. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Peter Thiel, il dit la même chose que ce que nous avons dit tout à l'heure. Il a compris que depuis l'invention de la bombe nucléaire, l'humanité a un pouvoir de destruction totale. Bombe nucléaire, épidémie. Avec la mondialisation, les virus circulent. On a vu à quel point le Covid apparu sur un marché aux animaux à Wuhan avait provoqué l'arrêt du monde entier pendant des semaines, les confinements, etc. L'intelligence artificielle, en 2023, 200 chercheurs qui travaillent dans les laboratoires d'IA, donc pas des commentateurs, disent « attention, ça va trop vite, il n'y a pas de garde-fou et ça peut détruire l'humanité ». Eh bien, Peter Thiel convoque un concept, c'est le concept d'Armageddon. Il dit « nous avons la possibilité aujourd'hui entre nos mains de détruire l'humanité, the destroyer of the world ». Et face à Armageddon, dans la pensée messianique, il y a l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est celui qui affronte, hein, c'est celui qui vient se contraposer. Et pour Peter Thiel, parce qu'il faut lire ces pensées, c'est des pensées un peu malades, mais il faut les lire pour les combattre, pour les comprendre et les combattre. Il dit face à Armageddon, il y a l'Antéchrist. C'est quoi l'Antéchrist pour Peter Thiel? C'est le gouvernement mondial, c'est la Commission européenne, c'est les technocrates, c'est les gens qui veulent réguler le nucléaire, l'intelligence artificielle, etc. Tu vois bien qu'il se contredit à tous les étages, par ailleurs. C'est intéressant. Et il dit il y a une troisième instance qui est un concept qui vient de la patristique, qui est catéchone. Qu'est-ce que c'est catéchone? C'est ce qui retarde la fin des temps. Et on dit dans la philosophie politique moderne que l'État, en fait, a une vocation catéchontique, c'est-à-dire que l'État retarde la fin des temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Thiel nous dit on peut détruire l'humanité, donc on a la possibilité d'un Armageddon. Il y a un risque aussi grand que la destruction de l'humanité, qui est la prise de contrôle par les technocrates du gouvernement du monde. Et donc, il faut faire apparaître une troisième instance, qui est le catéchone. Et qui est le catéchone pour Thiel? Je vous le donne en mille. Donald Trump. Puisque Donald Trump restaure la souveraineté de l'État national américain. Il parle même de révélation. Il parle de révélation. Et donc, moi, je suis fasciné de voir à quel point se redonner un futur collectivement, c'est aussi combattre ces pensées-là et essayer d'habiter dans notre monde, dans la cité et dans les catégories auxquelles nous sommes attachés, qui sont les catégories de l'histoire, du droit et de la politique. Bravo David, moi je souscris. Que dire de plus? Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle... T'avais une question? Non, t'avais pas de question? Ben si, c'est ma question, c'est une interpellation. Non, oui, tu as raison. Et en plus, sur la question de l'apocalypse, de l'antéchrist et de Peter Thiel, alors, vous avez compris qu'il se contredit beaucoup. Et que ce n'est pas du tout une pensée finie. Et c'est certainement pas une idéologie. Une idéologie, c'est une idée qui fait système. Le gars, il est un peu décousu. Et quand, en fait, Oui, mais c'est loin d'être une andouille, hein, quand même. Non, il est allumé. Il est allumé total. Il faut aussi le lire à l'époque, il y a quelques années de ça, sur sa vision de l'Europe. Hein. Ça ne serait pas votre copain. C'est-à-dire qu'il a un mépris total, il a une vision complètement dystopique et déformée. C'est très compliqué. C'est très compliqué, Thiel et l'Europe. Sur la question des contradictions de Peter Thiel, c'est intéressant parce que c'est quand même le gars qui, donc, il a fait une espèce de coming out public. Il est revenu un tout petit peu dans la parole publique, dans le débat public, en septembre, à l'occasion d'un très long entretien avec le New York Times,
justement, où le gars qui le filmait, c'était d'abord un entretien. Donc je vous invite à regarder les images d'ailleurs, plus que relire la retranscription. Donc l'interroger là-dessus. Donc il a déroulé tout son discours sur l'antéchrist, qui serait donc en fait, en gros, la capacité que nous aurions comme contre-pouvoir à mettre des limites à leur folie ou à la privatisation de ce futur dont on parle. Par ailleurs, il a une haine viscérale de ce qu'il appelle la démocratie libérale. Parce que dans son acception, la démocratie libérale, c'est donc la possibilité à un peuple de se faire représenter, de discuter, de débattre. Donc en fait, il appelle ça, grosso modo, la dictature des médiocres. Nous sommes médiocres. Mais pour de vrai, je le reformule, mais c'est à peu près en ces termes. Ça, c'est l'article fondateur de Thiel en 2009. Pour lui, c'est un CEO qui doit diriger un pays. Plus exactement, tu as des blogueurs, enfin un blogueur en particulier derrière lui, qui s'appelle Curtis Yarvin et qui raconte des histoires pas possibles sur la restauration de la monarchie, mais technologique, c'est-à-dire un CEO monarque. Si vous emmenez toutes leurs petites idées un peu loin plus la question très réactionnaire, néoconservatrice, c'est des néocons, mais vraiment pur jus, quoi, masculinistes, virilistes, etc. En fait, ce qui se présente à nous comme scénario possible, c'est la servante écarlate, en gros. C'est un peu ça, c'est-à-dire les femmes, parce qu'ils sont aussi obsédés par la question de la natalité, de la démographie, donc les meufs doivent absolument retourner à faire des gamins. Les gars doivent retourner dans les gigafactories, reconstruire l'empire, et tout ça est très homogène. Ce sont des sociétés homogènes. Tout le discours anti-woke et progressiste, peu importe ce que vous en pensez, mais simplement dans l'intention, c'est d'homogénéiser une population. Et en fait, c'est le fonctionnement d'un empire. D'ailleurs, c'est un peu pour être probablement, d'ailleurs aussi, si je re-switch sur le plan géopolitique, être un peu en ordre de marche par rapport à la Chine, qui, elle, en effet, est une société, disons, plus homogène. Donc c'est aussi la question de l'homogénéisation culturelle d'un empire et qui pose une question de théorie politique que moi j'adore. Un empire peut-il être démocratique? Et la réponse, vous l'avez compris, est plutôt non. Mais oui, donc la vraie question d'ailleurs pour nous, c'est la vraie parenthèse n'était pas celle de la démocratie. Est-ce qu'au fond, c'est pas la démocratie qui est une anomalie et qu'on est en train de refermer? Et si c'est une anomalie heureuse, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle ne disparaisse pas définitivement ou comment est-ce qu'on la réinvente? Et là, pour l'instant, il n'y a à peu près aucune proposition sur la table valable sur comment restaurer un modèle démocratique si jamais on a envie de ce modèle démocratique. Et je crains qu'on n'en ait même pas tellement envie. Une étude qui est sortie en France il y a quelques semaines de ça, à vérifier. Donc là, je prends des pincettes parce que j'ai pas exactement la mémoire de tout, mais 40% des jeunes appellent à un homme fort de type Poutine. C'est sorti dans La Croix. Donc il y a un désamour de ce modèle-là. Mais sur la question juste des contradictions de Peter Thiel, donc c'est des contradictions à tous les étages, parce que c'est pas comme s'il n'avait pas des milliards, c'est pas comme s'il n'avait pas Palantir, qui, vous savez, cette énorme boîte de gestion des données aux mains de qui aujourd'hui, qui traite les données de quoi? De Doge, de ICE, de la Garde nationale, etc. Donc en fait, le gars, il est en train de se plaindre. La véritable obsession de Peter Thiel, derrière le blabla de l'apocalypse, c'est il est obsédé par l'idée de la stagnation. Et sur ce point-là, je ne suis pas loin de lui donner raison en réalité. Sur le diagnostic de départ, il pense, et tous d'ailleurs, Altman, Bill Gates, dans un style plus démocrate, compliant, plus fréquentable, on va dire, ou Musk sont un peu obsédés par l'idée de la stagnation. C'est-à-dire que notre modèle déjà étatique, bureaucratique, donc cet État, et là, on retombe sur des bases un peu libertariennes, mais en plus matinées d'une architecture de démocratie libérale, en fait, d'après eux, empêche le véritable progrès, c'est-à-dire le leur, les technologies, la civilisation qu'ils veulent faire naître, etc. Attention, avec des imaginaires qui ne sont pas du tout biberonnés à Vinci, mais qui sont biberonnés à la science-fiction. Des années d'ailleurs 50 globalement. Donc leur imaginaire est façonné dans ces récits-là. Armageddon, etc., que tu retrouves chez les Tolkien et toute la clique. Donc, et Ray Bradbury.
absolument. Et tous les autres, et Adams, et Heinlein, et vraiment toute la clique SF, disons, années 50-60. Donc, à partir de là, les contradictions, c'est que le gars, il a les milliards, il a les technologies, il se plaint de stagnation. Mais que fait-il ? Que fait-il ? Puisque aujourd'hui, la vérité, c'est que Donald Trump a supprimé toute velléité de réglementation au nom de la puissance américaine. Donc, vous voyez comment récit micro-idéologiques, parce que ça, ce ne sont pas encore des idéologies, puissent accoler à du Trumpisme réactionnaire, accoler à l'enjeu de puissance de l'Empire américain, qui est aujourd'hui vraiment heurté par la Chine. Vous voyez comment tout ça commence à faire système. Alors, il y a beaucoup de dissensions entre eux, mais ce qui est philosophique devient très vite, dans le cas des hypertechnologies, géopolitiques. J'aimerais qu'on parle d'Europe, pour finir. Un peu d'espoir. Tu es sûr ? Ce qui est fascinant dans l'histoire de l'informatique et de la technologie, c'est que vague d'innovation après vague d'innovation, les États-Unis dominent l'Europe. Et là, je reviens encore à la Renaissance. Qu'est-ce qui a fait la puissance de l'Europe, y compris la puissance maléfique, puisque l'Europe a aussi été ça a été une civilisation formidable, mais ça a aussi été un continent, puis des nations qui ont colonisé d'autres nations, etc. Mais c'est que l'imprimerie est née au cœur de l'Europe. Et derrière, la science et la technique moderne sont nées au cœur de l'Europe. La machine à vapeur, l'électricité, tout ça, c'est né au cœur de l'Europe. Depuis une quarantaine d'années, les vagues d'innovation technologique qui sont liées à l'informatique, elles ne naissent pas au cœur de l'Europe. Et c'est pire que ça, c'est qu'elles parviennent en Europe sous la forme de commodités, de marchandises. On les achète sur étagère. Vous voyez un iPhone comme ça, tout le monde a ça dans sa poche. C'est impossible à ouvrir, c'est une boîte noire. Personne ne comprend ce qu'il y a là-dedans. C'est d'une complexité phénoménale. D'ailleurs, plus c'est miniaturisé, plus c'est complexe. Et dans les entreprises, c'est pareil. Au début, les entreprises, elles achetaient un mainframe d'IBM. C'est le gros ordinateur AS400 là, qu'il y avait partout, dans les coopératives agricoles, dans les banques. Ensuite est venu le logiciel. Ensuite est venu le cloud. Alors ça, le cloud, c'est génial parce que les Européens ne comprennent rien au cloud. Déjà, le gars qui a inventé le mot cloud, c'est génial. Dans les nuages. On a l'impression d'être un petit oiseau dans les nuages. Alors que le cloud, c'est de l'infrastructure, c'est de l'électricité, c'est de la data, c'est physique, c'est ce qu'il y a de plus physique. Et le cloud, il est à 90% américain aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes nos... Donc au début, on achetait du matériel, on se disait, c'est pas grave, on achète du IBM parce que c'est américain, c'est bien. Parce que pendant ce temps-là, ils nous racontaient la mondialisation heureuse. Oui, bien sûr. Mais donc, nous allions être l'école bleue, cloud, les gens intelligents, mais oui, pas du tout. Oui, mais le cloud, c'est déjà 2008-2009. C'est plus la mondialisation heureuse. On achète quand même du cloud américain et la croissance, 80% de la croissance du cloud en Europe, c'est les États-Unis. Vous faites tous du cloud, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le cloud. Mais quand vous regardez Netflix en streaming sur votre télé, vous êtes sur le cloud. Quand vous envoyez des messages sur votre iPhone, que vous êtes sur iCloud, vous êtes sur le cloud. Tout le monde est sur le cloud. On est tous des enfants du cloud. Et le cloud, c'est l'infrastructure, tu le disais tout à l'heure, c'est la grande plateforme, à la fois physique et virtuelle, parce qu'il y a la virtualisation qui permet de passer du physique au numérique, qui tient le monde aujourd'hui. Et les grands gagnants de la révolution de l'intelligence artificielle, ils sont au nombre de 3. C'est Amazon, Google et Microsoft, c'est-à-dire les 3 plus grands opérateurs de cloud. Et ce qui est fascinant du coup, c'est qu'on est passé d'une colonisation par le matériel à une colonisation par nos usages quotidiens, à la fois comme citoyens ou dans les entreprises. Et maintenant, l'IA, c'est potentiellement une colonisation cognitive, parce que les modèles de langue, ils sont façonnés, ils sont entraînés, façonnés, selon des corpus de valeurs, selon des règles qui nous échappent complètement. Donc l'enjeu, est-ce qu'au fond l'enjeu, Marc Hunyadi, très grand philosophe qui a parlé en celle des illustres il y a 2 jours, disait il faut une charte des droits de l'esprit. Est-ce qu'au fond, le sujet qui est devant nous, sur cette humanité européenne que nous voulons pour demain, ça n'est pas une décolonisation de l'esprit ? Alors, sur le principe, évidemment, oui. La question est donc comment ? Moi, depuis Technopolitique, je tricote l'idée d'une... Parce que en fait, ce sont des travaux qui viennent des États-Unis, pour tout dire, dont une chercheuse moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nita Farahani. Donc, c'est une femme d'origine iranienne. C'est toujours intéressant de voir d'où viennent les idées un peu heurtantes, un peu qui grattent. Et elle, donc en fait ça vient de là. Et
Et elle travaille la question d'un nouveau droit fondamental, d'un nouveau droit humain qui serait celui de la liberté cognitive. Et que, à chaque occasion moi, que je publicise dans mes livres, dans les conférences, etc. Parce que d'une part, il s'agit de ça. C'est-à-dire que si on veut parler de résistance ou de décolonisation, il faut déjà savoir ce qu'on défend, quelle est la liberté ou quel est le droit fondamental nouveau qu'on défend. Et donc c'est l'espace, c'est le cerveau, et qui fait d'ailleurs partie, qui fait l'objet de discussions aujourd'hui en termes de doctrine militaire. Donc toujours joindre philosophie et droit et géopolitique, d'une certaine façon, qui fait donc l'objet d'une vraie discussion dans le champ militaire, notamment à l'OTAN, de se demander si le sixième domaine de la conflictualité ne serait pas précisément le cerveau humain, c'est-à-dire le champ des guerres cognitives. Il y a Amazon qui appelle, là. Qui existe donc déjà, parce que nous posons depuis quelque temps des doctrines en termes de guerre cognitive, donc d'hygiène cognitive. Ça, c'est embarqué dans toutes les discussions à l'OTAN. On commence à avoir pas mal de papiers, de textes, soit de recherche, soit de doctrine là-dessus. Alors, c'est pas encore entré dans le débat public, dans le mainstream, puisque nous en sommes encore à débattre des réseaux sociaux, donc on a encore 15 ans de retard, mais ça arrivera dans 15 ans. Donc, puisque vous voulez savoir le futur du débat public en France sera les guerres cognitives, mais en 2040. Donc, quand ça sera trop tard. Mais il faut en avoir un peu conscience. Donc, aujourd'hui, c'est pas que c'est inexistant, c'est pas hypothétique, c'est sur la table de vrais enjeux militaires qui étaient en fait dans la préhistoire ce qu'on appelait les PSYOPs, les opérations psychologiques. Donc en fait, par rapport aux enjeux de guerre informationnelle, qui aujourd'hui sont au cœur de l'actualité, vous savez, la perturbation ou la propagande sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle poliment la désinformation, etc. Ça, en fait, vous bidouillez quoi là? Vous bidouillez quand vous êtes un compétiteur malveillant, la Russie, la Chine, ou nous d'ailleurs, on le fait, hein. Enfin, nous, Occident, les États-Unis le font. Le New York Times a débunké des opérations de guerre informationnelle contre un certain nombre de pays auxquels ils étaient hostiles, qui n'a rien à envier ni à Poutine, ni à Xi Jinping, je vous le dis franchement. Et nous-mêmes, on a vu ce qui nous est arrivé d'ailleurs en Afrique subsaharienne et en Afrique tout court. Donc, je ferme la parenthèse. Les guerres informationnelles, c'est ce qui bidouille, si vous voulez, le content, le contenu. Ça peut être de la vraie information, de la fausse information, du faux performatif, industrialisé par l'IA, peu importe, mais vous allez créer du contenu qui va donc dénigrer, générer du pseudo-chaos, etc. Et vous allez le bazarder de façon industrielle sur les réseaux sociaux. Et puis derrière, vous allez simplement... C'est pas la question des réseaux sociaux qui compte dans cette affaire-là, c'est la question de l'ambiance. Tu parlais très justement tout à l'heure de la rumeur, c'est tu crées une ambiance, quelque chose que tu as un peu déjà entendu. Donc ça, c'est guerre informationnelle. Mais on est déjà borderline, un peu de limite avec la question des guerres cognitives. Les guerres cognitives, c'est ce qui va arriver vraiment en amont de simplement créer du contenu et l'industrialiser, le livrer. C'est en fait tout le travail de la perception du réel. Donc c'est de l'ingénierie sociale en réalité qui se joue sur du temps très très long et très invisible à l'œil. Et ces outils-là, et ça c'est le discours de Donald Trump cet été d'ailleurs, ils ont fait un sommet de l'IA interne, enfin américain. Donc il y avait tous les grands patrons de la tech, moins Elon Musk qui faisait encore la gueule, et Donald Trump. Et Donald Trump, il a donné un discours très court, mais bien senti, comme il sait faire, en expliquant qu'en fait, il n'y aurait aucune réglementation d'aucune sorte, donc aucun antéchrist d'aucune sorte contre l'IA, parce que c'était des outils de véhicule des valeurs et des récits américains. Donc soft et hard power. Et lui, il l'a très clair en tête, ça, il a parfaitement compris ça. Donc la question cognitive est fondamentale aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de construire un empire simplement sur une extension territoriale. Il suffit simplement, en effet, de coloniser les esprits. Et c'est en fait un des professeurs de West Point qui avait, dès 2017, théorisé ça en disant les cerveaux, nos cerveaux, le nouveau champ de bataille. Donc ça se joue là désormais, mais ça se joue par ça, par les implants, par tout ça, et surtout sur ce continuum fonctionnel que sont ce qu'on appelle les outils ou les devices, mais qui sont, vous l'avez compris, beaucoup plus que ça. Donc décoloniser. Donc la question européenne, je termine là-dessus, mais la question européenne, vous comprenez, donc n'est pas simplement une question de faire du discours, des éléments de langage, ça devient très vite une question industrielle.
décoloniser suppose qu'on a une alternative. Absolument. Donc, elle devient très vite une question de politique publique extrêmement pragmatique. Quelle est notre stratégie industrielle? En gros, qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que l'Europe? Dans 20 ans, dans 30 ans. Et moi, je me mets en faux, je m'inscris en faux sur tout ce que je lis à droite à gauche, de dire oui, mais on est incapable d'avoir une stratégie de long terme parce que ce sont des IA qui avancent à une vitesse fulgurante, qui bougent de technologie tous les 4 matins. Non. Un État-nation doit se projeter. Et en plus, par ailleurs, en France, tout le monde se revendique de Gaulle du matin au soir. Donc, à un moment donné, non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, donc concrètement, une fois que tu as posé chacun se rêve en De Gaulle, sauf que De Gaulle, il a taffé, il a bossé. Il me semble. Il a eu des décisions. Il a fait preuve de courage. Un courage suppose un renoncement. Donc, à quoi est-ce qu'on renonce collectivement? Il faut être capable de résister aussi. Et à quoi on renonce donc, oui. concrètement, pour pouvoir avoir une alternative ou ne pas être complètement Moi, il y a un truc qui me fascine, par exemple, c'est que dans la jeune génération, oui. il y a une préoccupation quand même beaucoup plus pour le bien-être. En tout cas, on fait plus de sport, il y a du yoga partout, on fait attention à ce qu'on mange. À Paris, on ne peut pas échapper au matcha, au sans gluten, etc. Donc tout le monde, quinoa, machin. Donc tout le monde fait attention à ce qu'il mange. Et les mêmes qui sont obsédés par le matcha et le quinoa, toute la journée, tac, 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 tac. Mais en fait, le sujet, déjà, la résistance, elle commence par des petits gestes. C'est pas juste, évidemment qu'il faut un cloud européen et qu'il faut une politique industrielle du numérique. On va en parler. On déborde un peu, mais on s'en fout. Hein. C'est intéressant. Voilà, je vois un message qui s'affiche. Merci de conclure. Ah oui, ah oui, j'avoue. Évidemment qu'il faut une politique industrielle. Mais il faut d'abord de l'hygiène. Moi, je traite la question des réseaux sociaux et du numérique comme une question de santé mentale, d'addiction. Et donc, la meilleure réponse à ces instruments qui colonisent nos esprits, c'est de faire preuve d'hygiène et de distance. Ensuite vient la politique industrielle. Par exemple, dans les entreprises, si les entreprises ne comprennent pas leur dépendance numérique, à quel point elles sont saturées de technologies américaines. Tu sais qu'il y a 300 milliards d'euros qui quittent chaque année les poches des entreprises européennes pour aller vers les grandes entreprises américaines. 300 milliards d'euros. C'est plus que le déficit énergétique aujourd'hui. C'est plus que ce qu'on achète en hydrocarbures. Toute la journée, on dit on achète du pétrole et du gaz russe ou des Émirats arabes unis ou des États-Unis. Qui parle des dépendances numériques? Donc ça, c'est un sujet qui est un sujet majeur. Si on arrive à cartographier ces dépendances... Surtout qu'il faudrait mettre en lien avec la question énergétique. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, elle est intimement liée. Évidemment, les deux sont intimement connectés. Là, c'est tout le rapport de Mario Draghi qui était excellent et qui a donc fini dans un tiroir. L'Europe les usines industrielles sont en Chine. Les usines digitales sont aux États-Unis et les hydrocarbures sont dans les pays du Golfe. C'est ça aujourd'hui l'Europe. Et nous ? Continent de consommateurs. Et nous ? Donc il faut faire preuve d'hygiène et il faut redevenir des producteurs. Et pourquoi je dis que c'est important de revenir des producteurs? Parce que j'ai pu entendre par moments, dans ce festival aussi, des discours assez paresseusement technophobes, en disant tout ça... Ah, tu vois ce qu'on appelle le ludisme, on casse la machine. Ah, non. Alors parfois, oui, il faut se déconnecter. Bien sûr qu'il faut se déconnecter. Mais je pense que si on avait refusé l'électricité, on ne serait pas allé bien loin. Donc le sujet, ce n'est pas de refuser. Le sujet, c'est de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre d'où ça vient, parce que ce n'est qu'en comprenant ce qui nous arrive et d'où ça vient que nous serons capables de développer des technologies qui nous conviennent, qui sont assujetties à nos valeurs et qui sont bien dans notre contrat social. Et pour parler de l'intelligence artificielle, ça peut avoir des effets formidables. Je veux juste donner une note d'espoir pour finir, parce que en 2016, Jeffrey Hinton, qui est un grand savant de l'IA, a dit « Vous allez voir, avec les IA médicales, il n'y aura plus de radiologues. » En 2025, il n'y a jamais eu autant de postes d'internes en radiologie aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que oui, l'IA permet d'analyser des radios avec un niveau de précision, de détecter des anomalies, mais uniquement sur les cas simples. Dès qu'il y a une ambiguïté, un cas complexe, il faut un radiologue. Et surtout, qu'est-ce que ça permet, cette analyse un peu industrielle des cas simples? Ça permet aux radiologues de se concentrer sur la relation avec le patient. Moi, j'ai quand même connu des radiologues qui étaient, pour moi, on ne les voyait même pas. On allait faire une radio, puis on recevait la radio avec une signature. Donc ça, c'est plus possible. Hein, et donc, ça donne du temps pour la relation humaine, pour l'éthique, pour la gestion des cas complexes. Mais pour que ça fonctionne, il faut l'assujettir à nos valeurs. Et donc, la résistance, à mon avis, elle commence par une compréhension et une connaissance de la technologie, pas par un rejet en bloc. Ah, non, je suis absolument d'accord. Et juste pour réagir en un mot, la question donc politique, si je la traduisais en question politique, ce que tu dis là, c'est la question pour nous, Europe,
la question de la puissance. Ce qui est consubstantiel au discours technophobe, c'est le rejet de la puissance. Pourquoi est-ce que nous serions puissants? Pourquoi est-ce qu'on serait sur le modèle américain ou chinois? Moi, je trouve que le discours de la puissance est majeur et fondamental. Alors moi, je veux bien une troisième voie, mais alors en vivant en communauté, en machin, moi, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Je crois que l'Europe a eu un discours sur la puissance, mais n'en a pas eu la stratégie ni la feuille de route, et que nous devons avoir une stratégie de puissance. Ça, c'est pas possible. Et il y a des petits gains que l'on a avec tout un tas d'autres régions du monde. Il n'y a pas que les États-Unis et la Chine, et on s'est retrouvé en sandwich entre les deux, sauf qu'on n'a pas eu le début d'une vision politique sur qu'est-ce qu'on fait de ce discours-là. Donc la question de la puissance, accolée à la question d'une technologie asservie à notre vision de la puissance, ça c'est majeur. Ça veut donc dire la puissance, oui bien sûr, mais pour faire quoi? Et on n'a ni la réponse à la puissance, ni la réponse à la question la puissance pour aller où et en faire quoi. Et ça, c'est éminemment politique, et c'est là où moi j'en veux un tout petit peu à la classe politique européenne et française en général, parce que pendant qu'ils sont en train de s'écharper sur des questions budgétaires, on a eu une rentrée politique qui est franchement d'un niveau mais exécrable, au-delà du fait qu'on a été ridiculisé partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on perd notre rayonnement à cause de ça, plutôt que de s'occuper de parler de la politique de IA et travail, IA et compétences, reskilling, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La question des réseaux sociaux, oui, le DSA, le DMA, on est sur des petits enjeux technicistes, là où ça pose la question de si on veut construire une Europe puissance, alors au service de quoi on la met? C'est une politique de l'esprit. Oui, et du courage. Bravo, je suis d'accord. Alors, tu vois, juste d'un mot, et après Asma va venir signer ses livres à l'Espace Librairie. Paul Valéry disait il faut conduire une politique de l'esprit. J'ai beaucoup aimé que tu dises que c'est pas l'Europe toute seule. Moi, je pense qu'il y a 2 endroits dans le monde où avec lesquels on peut travailler pour civiliser la technologie. C'est l'Afrique et l'Inde, parce que ce sont aussi des civilisations qui sont profondes, qui ont une densité spirituelle et qui cherchent à habiter différemment la technologie et à échapper à cette tenaille américano-chinoise. On arrête de leur donner des leçons de morale du matin au soir. Absolument. Merci beaucoup.